J'avais proposé en effet d'aborder la question finalement de l'environnement, la question finalement de l'évolution de nos sociétés, donc avec un parti pris bien sûr plutôt de sciences politiques, puisque c'est vraiment la lecture qui m'intéresse, et essayer de remettre un petit peu en perspective aussi qu'est-ce qui se trame en termes d'évolution socioculturelle dans notre société, société mondiale, au service de quoi finalement l'IA peut-elle se développer, quelles sont les tensions éthiques en fait qui sont déjà visibles, qui sont déjà émergentes, et qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire finalement d'une prospective du contexte dans lequel l'IA va se développer. Et puis, quand j'écoutais Francis, on voit bien que la question, c'est comment la prospective sert la décision. Et donc, je vous proposerai une typologie, puisque je suis également praticienne des valeurs, c'est-à-dire à travers les perspectives des valeurs, à travers la perspective de nos différentes représentations, ce qui est important à nos yeux en termes de système de valeurs et d'action, comment on peut participer de cette prise de conscience qu'appelle Marc, c'est-à-dire cette prise de conscience, chacun à notre niveau, qu'on soit citoyen, décideur public, décideur dans le privé, comment on peut faire pour retrouver finalement cette marge de manœuvre d'esprit et de liberté. Alors, en prospective, vous le savez, Gaston Berger parle du creuset profond, ce creuset profond rétrospectif qui nous permet aussi de voir d'où on vient, où on va, quelles sont les émergences, quels sont les signaux faibles qui peut-être demain peuvent donner naissance à des futurs alternatifs. Donc, je vous propose de zoomer un peu sur cette dimension-là pour voir un peu cette diversité de représentation quelque part qui pourrait nous donner à voir d'autres horizons de futur, et puis bien sûr poser la question centrale finalement de l'humain. Moi je m'intéresse essentiellement à la question de l'humain. Alors aujourd'hui on voit bien qu'on a les deux trajectoires bien identifiées. Je me rappelle dans le cadre de la chaire Valeurs et données personnelles à l'IMT, qui rassemble d'ailleurs les travaux de Francis et de Marc, nous avions sous la houlette de Pierre-Antoine Chardel travaillé sur cette transition industrielle, l'éthique en question. Et à l'époque, en 2014, je me posais la question, est-ce qu'on va vers un monde dominé par les humains ou vers les machines? Et pour moi, c'était clair. Et aujourd'hui, tous les travaux le prouvent, qu'on est vraiment engagé dans cette trajectoire que je qualifie de techno-financière également, puisque la technologie est bien évidemment portée par cette utopie en fait de valorisation financière, etc. Et donc, quelque part, toutes ces évolutions dans le domaine technologique, et à commencer par l'IA-gène, créent une rupture d'accélération qui nous précipite par paliers. Peut-être vous ne voyez pas le celui-là, mais c'est les effets de palier qui nous précipitent vers un monde dominé par les machines. Et pour faire très rapide, pour moi, à l'époque, la seule alternative à cette trajectoire globale techno-financière, c'était une trajectoire durable, soutenable, au sens de économique, environnementale, sociétale. Et pourquoi celle-ci, étant possiblement la seule alternative mondiale à cette trajectoire techno-financière dominée par quelques-uns, qu'on les appelle les tech titans ou les big tech, etc., c'était pourquoi ce scénario alternatif n'arrivait pas à décoller, c'est parce qu'il lui manquait une accélération par le contrat social, un nouveau contrat social d'humanité. Et donc, aujourd'hui, en fait, je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce contrat social, sur quoi on peut unir nos diversités et nos différentes représentations.
Et voilà ce que je vais proposer. Alors aujourd'hui, on a bien sûr un prix Nobel d'économie, d'Aaron Acemoglu, qui parle d'une IA pro-travailleur, pro-humaine, mais on voit bien que cette trajectoire, elle est tendue, elle est entre ces deux visions très minoritaires d'un côté, et puis une utopie de pouvoir créer une IA pro-travailleur, pro-humaine. Alors, ce qu'il faut voir également, c'est qu'en termes d'évolution socioculturelle, on le sait qu'il y a un décrochage de l'utopie technolibérale. Ça, c'est aussi quelque part des leviers de transformation de notre société, c'est-à-dire qu'on voit que cette utopie technolibérale, eh bien, elle est en forte diminution, c'est-à-dire qu'elle ne représente plus une inspiration pour une majorité, mais que, bien évidemment, l'utopie écologique est générale. Ça, je rapporte aux travaux qu'a mené l'Obsoco et qui avait comparé à plusieurs années, à plusieurs reprises, l'évolution de cette utopie, perspective utopique, dominante d'écologie, qui représente à peu près une majorité de la population, mais qui tend à décroître. Le plus important là-dedans, c'est qu'il y a une troisième utopie qui qualifie de sécuritaire, qui, elle, augmente énormément, et donc une société donc nostalgique d'un passé révolu, soucieuse de préserver son identité et sa singularité face aux influences étrangères, et cette peur de l'autre, ce besoin de cocooning permanent, ce besoin de sécurité qui est aussi quelque part une évolution majeure de nos utopies. Alors, les autres leviers d'émergence, en fait, on les connaît. Il y a un certain nombre de au niveau du travail, par exemple, de Ronald Inglehart sur cette aspiration post-matérialiste qui dépasse bien largement, uniquement le camp occidental. C'est ça qui est aussi intéressant dans cette aspiration à aller vers une émancipation post-matérialiste qui se détache du matérialisme. Des travaux également, on pense à Ruth Anderson et Paul Ray qui avaient travaillé sur cette quelque part nouvelle classe créative, ce qu'ils ont appelé les cultural creatives, qui montraient une aspiration vers des valeurs plus écologiques, plus de solidarité, de respect, de la diversité, d'une appétence aussi beaucoup plus pour les questions internationales, mais en mettant l'écologie au cœur. Et puis également rappeler toutes ces émergences d'aspirations beaucoup plus liées autour de la spiritualité. Alors je pense notamment à Joel Elgin, qui est à l'origine, donc prospectiviste américain à l'origine du concept de Deep Simplicity, ou encore Jean-Baptiste de Foucault autour de l'abondance frugale, ou de Pierre Rabhi sur la sobriété heureuse, ou encore Dominique Bourg sur l'écologie intégrale. Donc on voit que à chaque moment de crise, finalement, nos sociétés, nos civilisations se posent la question du retour à l'essentiel. Ça, on le voit aujourd'hui. La quête de sens, cette recherche aspirationnelle. Au service de quoi je travaille? Pourquoi je suis là? Quel est le sens de cette contribution? Toi, tu parles de contribution, Francis. Donc ça, ce sont des leviers de transformation de nos sociétés qui agissent quand même dans ce contexte, qui agissent au niveau du contexte. Autre levier, c'est toute l'approche intégrale et évolutionnaire. Alors, bien évidemment, on pense à Ken Wilber, mais on pense aussi à Steve McIntosh ou à Erwin Laszlo. On pense aussi à toute l'approche qui se transcrit aujourd'hui sur la santé holistique, que propose par exemple l'Organisation mondiale de la santé. Je pense même à Jennifer Gilday, qui a été une ancienne présidente de la World Future Studies Federation, qui travaille sur l'éducation intégrale, deuxième étage de la fusée de Marc. Et on voit que cette proposition, c'est comment agir non pas uniquement de manière systémique, mais transcendantale. Et je crois que la question de la technologie, de l'esprit que propose Marc, c'est cette dimension de transcendance, c'est-à-dire vers quoi on peut aller, c'est-à-dire pas uniquement ce respect du système, de la diversité, mais vers quoi on peut aller de manière post-moderne,
comme qualifie Steve McIntosh cette dimension. Et puis moi, j'ai beaucoup travaillé sur la dimension émancipation et interdépendance. On voit que les signes d'émancipation sont là. Tu parlais des jeunes avec cette prise de conscience manifeste, qui n'est pas uniquement chez les jeunes, mais chez beaucoup de personnes qui souhaitent cette dimension d'individuation, de recherche, d'expression. Et c'est pas uniquement, elle ne concerne pas uniquement les 10% d'occidentaux, elle concerne aussi une grande majorité des terriens, puisqu'on a pu le mener. Le grand sujet, pour moi, c'est le leadership de l'interdépendance. C'est ça la question. C'est comment on agit dans une société complexe qui est quelque part beaucoup dépassée sur plein d'idées, où on sent que les modèles d'autrefois qui ont porté cette richesse, ce développement fantastique, cette émancipation pendant le XXIe siècle, ne sont plus ceux de demain, ne sont plus ceux du XXIe siècle. Donc la question, c'est la question de l'éthique, c'est la question des valeurs, au sens de valeurs, c'est-à-dire non pas quelque chose uniquement auquel on aspire, mais bien ce qui est important à nos yeux, nous, humains, et comment on peut aussi agir de manière, finalement, dans nos actes et dans nos actions, comment on peut agir de manière le plus alignée possible par rapport à nos systèmes de valeurs. Alors la grille de lecture, là, elle est non exhaustive, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a d'un côté la vision finalement des acteurs plutôt pro-techno-solutionnistes, hein, pour faire court, versus la dimension plutôt durabilité, vivant, techno-discernement. Bon, on sait que la dimension individualiste, techno, eh bien, elle est portée par les quelques-uns, les transhumanistes, les oligarques techno-césaristes, les pro-conquêtes de Mars, les libertariens, les anarcho-capitalistes, anti-État, anti-système, etc. Mais qu'on voit bien que l'enjeu, bien évidemment, c'est comment l'IA nous aide à régler les problèmes éthiques, écologiques de demain, comment elle peut aussi servir la majorité de la population et non pas quelques-uns, comment elle peut se transcrire dans cette forme de régulation. Et puis de l'autre, la dimension finalement des survivalistes, conspirateurs positifs, bifurqueurs, qui créent des communautés plus ou moins finalement voilà, actives sur cette question de durabilité, mais comment aussi l'IA, c'est-à-dire comment agencer les deux, c'est-à-dire vraiment relier cette dimension technologique et durable pour justement développer une IA en fait plus respectueuse des données de chacun et surtout créer de la confiance, parce que finalement la question, comme Marc l'a dit, c'est cette question de confiance. Donc ça, ce sont un peu les trajectoires prospectives qu'on utilise très régulièrement, c'est-à-dire cette tension entre individualisme, intérêt général, et entre technologie et durabilité. Et on voit bien que quelque part, c'est à travers cette tension qu'il nous faut trouver ce juste équilibre, sortir aussi de cette accélération qui nous projette finalement vers l'exclusion des uns des autres. Et c'est comment arriver à capter cette diversité tout en l'intégrant. Alors pour moi, il y a deux voies possibles. Et je pense que autant la voie techno-durable, on a les capacités déjà à agir, hein, même si les entreprises ne sont pas toujours très conscientes et actives sur cette articulation parce qu'elle n'est pas simple. Comment développer une IA sobre? Comment aussi faire en sorte qu'on puisse avoir des ressources qui ne soient pas captées par certains, mais aussi pour pouvoir développer ces innovations technologiques, comme l'appelle Francis. Mais pour moi, la vraie question, c'est celle du contrat social. C'est celle finalement de l'intérêt collectif, c'est celle de l'intérêt général, c'est qu'est-ce qu'on met derrière. Et je vois qu'il me semble qu'il peut y avoir deux trajectoires possibles, c'est-à-dire celle de l'exacerbation de l'individualisme qu'on connaît aujourd'hui. Ces deux voies sont à l'œuvre, qui nous projettent vers une solitude renforcée. 11 millions d'individus, une personne sur 10 aujourd'hui, qui meurt de solitude, qu'elle soit jeune ou vieille.
d'isolement. On parlait de la santé mentale des jeunes, sentiment d'isolement des personnes dans les boucles d'information du numérique, des réseaux, des communautés, mais aussi de nos vies. Un repli sur soi, c'est-à-dire une peur de l'autre, un rejet de l'autre dans sa diversité, et aussi une forme de déresponsabilisation. Et je crois que ça, c'est un vrai sujet pour les décideurs, parce que c'est aussi quelque part une forme de renoncement à agir dans cette complexité et à dépasser ce côté confortable de l'infrastructure technologique, des services qui sont à notre portée, qui nous, finalement, laissent sur l'effort. Alors l'autre voie, c'est celle du dépassement, c'est-à-dire cette dimension de dépassement de l'individualisme, c'est-à-dire renforcer, cultiver notre part d'empathie et d'altruisme. Vous le savez, enfant, on est naturellement empathique, ça a été montré. Comment activer notre altruisme, notre empathie, c'est-à-dire pas uniquement penser à nos sous, aux réussites, à notre performance, à notre efficacité, mais aussi au service de quoi, finalement, on porte cette IA, au service de quoi elle peut ou pas renforcer notre capacité d'individuation et non pas d'individualisme, c'est-à-dire bien dans cette capacité d'émancipation. Et c'est là, au service de quoi cette émancipation, finalement, de l'esprit humain. Voilà, donc ce sont ces deux voies possibles. Et donc, ça ramène à la question de comment développer nos sociétés et au service de quelles valeurs, sur quelles valeurs on s'appuie. Bon, les travaux ont toujours montré qu'on avait, je pense notamment aux travaux de Susan Strange, States and Markets, qui a toujours montré que finalement nos sociétés se développaient sur des tensions entre est-ce que je propose une société plus sécuritaire ou au contraire est-ce que je crée les conditions de la liberté, dans quelle mesure les deux s'opposent et jusqu'où je vais dans cet équilibre. Justice, richesse, comment je crée les conditions pour que chacun puisse développer sa richesse, mais aussi au service de quoi je crée de la justice. Donc on voit bien que ces valeurs, elles sont toujours essentielles, mais que dans le changement de paradigme et le changement civilisationnel que l'on vit, ça ne suffit plus. Il faut aller chercher et activer d'autres valeurs complémentaires à celles-ci. Alors voilà une proposition de typologie. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, la vraie question, c'est comment on agit dans cette complexité, comment on crée des visions prospectives, reliantes, intégratives, qui prennent en compte la parole de l'autre. Parce qu'on voit bien que le risque, c'est ce conformisme de dire finalement, ne remettons pas en question une représentation de l'avenir, une représentation de l'IA, une représentation des technos, mais comment écouter cette diversité. Donc ça nécessite bien sûr le courage managérial et ça nécessite aussi de faire comprendre que chacun d'entre nous, acteurs, qu'on soit grand patron, petit patron ou pas patron du tout, eh bien c'est comment on active nos valeurs individuelles, comment on les met au service de l'autre, c'est-à-dire dans notre articulation de dynamique collective, de coopération, et au service de quoi on met tout ça. Voilà, donc il y a vraiment cette question, pour moi, alors c'est la proposition de typologie que je propose, un peu alternative à ton éthique découpée, c'est-à-dire vraiment l'éthique individuelle, l'éthique collective et puis l'éthique sociétale, voire civilisationnelle, au service de quoi. Voilà, donc cette perspective des valeurs, eh bien, elle permet de voir que selon la finalité sur laquelle on va discuter à partir de l'IA, eh bien évidemment, on n'a pas la même perspective des valeurs. Et donc, ça veut dire que cette perspective des valeurs, elle est importante pour comprendre le monde, mais aussi pour comprendre les lunettes avec lesquelles on regarde le monde. Et je crois que c'est ça qui est très propice dans cet outil. Voilà. Donc je me risque un peu en hypothèse aussi, un peu comme Francis, je profite de ce cénacle pour dire que finalement, aujourd'hui, l'IA pose aussi la question de est-ce qu'elle va améliorer nos besoins fondamentaux ? C'est ça la vraie question. On l'a vu avec le Covid. La question, c'est aussi avoir accès à un toit, à manger, avoir accès à de l'eau, à un air pur. C'est ça. Est-ce que l'IA va pouvoir nous aider là-dedans ? Au service de quelle société va-t-elle contribuer ?
au service en termes de perspective de famille, c'est-à-dire est-ce qu'elle va permettre le respect des uns et des autres, est-ce qu'elle nous demande finalement une forme de loyauté à certaines infrastructures technologiques, à des règles de droit, ou est-ce qu'elle nous donne la capacité d'aller plus loin dans le système pour réinventer le système, c'est-à-dire innover, agir de manière durable, travailler les partenariats, parce que Francis, c'est ce que demandent les acteurs économiques. Quand tu les vois, ils te demandent une prospective écosystémique qui fasse qu'en effet, on puisse avoir une coopération et une interdépendance. Et bien évidemment, renforcer la capacité d'agir des autres. Mais tout ça, bien sûr, pose la question de notre rapport à l'indépendance, à la productivité. Elle pose la question aussi de ce qu'on met derrière l'apprentissage, la quête de sens, la créativité, la diversité, et puis également les valeurs comme liberté fondamentale qui reviennent en force. C'est vrai que peut-être Marc propose que ça ne suffit pas, les droits humains, les droits fondamentaux, mais on le voit aujourd'hui, elles sont en danger et elles nécessitent aussi d'être réfléchies. Et puis cette question aussi de spiritualité et d'écologie. Voilà. Donc en fait, ces perspectives de valeur, en fait, elles montrent que si on n'est que dans une couleur, que dans un prisme de représentation, on se coupe de la richesse et de la diversité d'autres systèmes de valeurs et qu'elles peuvent être exclusives d'autres. Et que l'enjeu, finalement, c'est d'arriver à écouter toutes ces perspectives et d'arriver peut-être à créer quelque chose au-delà de ces perspectives de valeur, peut-être quelque chose qui, Elia, peut-être peut nous aider, en tout cas, à réfléchir vers ce questionnement post-post, peut-être numérique ou quaternaire, comme tu l'appelles. Voilà. Merci.